Depuis plus de 2 ans, l'État israélien bombarde les Palestiniens de la bande de Gaza. De jour comme de nuit, des missiles guidés frappent des hôpitaux, des écoles abritant des familles entières, des convois humanitaires et nos collègues journalistes. Il y aurait plus de 70 000 morts selon le ministère de la Santé de Gaza et plus de 50 000 enfants tués ou blessés depuis octobre 2023. Ces chiffres, ce sont des estimations basses parce qu'il y a toujours des corps ensevelis dans les ruines des bâtiments détruits par l'armée israélienne. Derrière ces massacres, il y a une industrie qui tourne comme jamais, celle de l'armement. Pour atteindre un tel niveau de destruction, l'État israélien a besoin de beaucoup de matériel. Il faut faire voler des avions et les équiper en missiles, il faut perfectionner des drones tueurs et assembler des tanks, il faut fournir des armes à ses forces d'occupation au sol. Et pour ça, l'armée israélienne s'appuie sur 2 poids lourds de son industrie de la guerre, les entreprises Elbit Systems et Israel Aerospace Industries. Ces multinationales, elles sont directement complices de crimes de guerre et du génocide des Palestiniens. Et notre pays, la France, joue un rôle dans cette machine à tuer et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer dans cette vidéo. Les découvertes dont je vais vous parler, c'est un travail d'enquête colossal de plusieurs mois fait par le média Disclose avec qui je collabore. C'est un sujet qui n'est pas facile à expliquer mais qui, je pense, nous concerne tous, donc accrochez-vous. L'entreprise Elbit Systems, c'est le principal fabricant d'armes privées d'Israël. À lui seul, il fournit 85% des drones et la plupart des équipements militaires terrestres de l'armée israélienne. As a global leader in defense, we have been at the forefront of Israel's defense industry for decades. Roquettes, artillerie, munitions air-sol, kit de guidage pour les missiles, viseurs de casque, le catalogue d'Elbit Systems est impressionnant et n'a rien à envier aux constructeurs américains ou européens. L'entreprise est détenue à 44% par le milliardaire israélien Michael Federman, qui est un ami proche de l'ancien premier ministre israélien Ehud Barak. Et au sein d'Elbit Systems, cette proximité avec le pouvoir, on la retrouve aussi dans son conseil d'administration, qui compte un ancien général, Udi Adam, et Tzipi Livni, qui est une ancienne ministre de la Justice de Benjamin Netanyahou, mais aussi ancienne ministre des Affaires étrangères. Pour se développer, l'entreprise a racheté plusieurs grosses boîtes israéliennes comme IMI, Israel Military Industries, qui fabriquait l'Uzi, et le Desert Eagle. God, man, I feel it right here. Avec ce rachat, Elbit Systems est devenu incontournable si on veut comprendre l'industrie de l'armement israélienne et c'est donc un acteur majeur des massacres de civils palestiniens dans la bande de Gaza. Et pour promouvoir leur arsenal de guerre, ils passent principalement par YouTube. We deliver solutions that safeguard air, land, and sea. Cette chaîne, c'est une succession de clips à la Top Gun de toutes les technologies et les armes que vend Elbit Systems. Decorated with numerous awards for creativity, innovation, and battle-proven products. Ils diffusent régulièrement à leurs plus de 190 000 abonnés et potentiels futurs investisseurs des vidéos complètement lunaires comme cette publicité pour Noël. Don't let the weather ruin your Christmas. Wow, I see everything. Ils empruntent l'imaginaire des enfants pour faire la promotion de matériel de guerre. We wish you all a Merry Christmas and a Happy New Year. Aujourd'hui, les ramifications de cette entreprise avec ses filiales à travers le monde, elles sont tentaculaires. Ils ont énormément investi aux États-Unis où ils ont notamment racheté les entreprises Universal Avionics qui fabriquent des composants pour l'aviation civile et surtout Spartan
qui est une boîte très importante pour la marine américaine. Spartan has been the leader in sonobuoy development and production for over 7 decades. Là-bas, ils ont plus de 3000 employés et vous allez comprendre à quel point leur intégration dans le système américain est importante en écoutant le PDG d'Elbit Systems. אנחנו מעמיקים את הנוכחות המקומית שלנו בשוק האמריקאי, ואנחנו יושבים בארצות הברית ב-13 מדינות, ואנחנו חלק מהאקוסיסטם האמריקאי. על כל הפלטפורמות, על רוב הפלטפורמות האוויריות האמריקאיות, אם זה F-35, אם זה F-18 ואם זה F-15. Dans cette conférence, le PDG il donne beaucoup d'informations et il explique que malgré ses investissements énormes aux États-Unis, leur principal client à l'export, en fait, c'est l'Europe. כל המדינות שצבועות פה בצהוב, זה מדינות שיש לאלביט חברות בנות. Ce qui est intéressant dans ces déclarations, c'est qu'il annonce rarement officiellement à quel pays sont attribués certains contrats, sûrement parce que ses clients veulent rester discrets, et c'est souvent comme ça, surtout depuis le début du génocide. Mais pour autant, il dit très clairement qu'Elbit vend du matériel dans la plupart des pays européens, comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et aussi la France. של איירבס הליקופטר. כל מסוק של איירבס הליקופטר טס, בין אם צבאי ובין אם אזרחי, יש בו אביוניקה של אלביט. Le succès d'Elbit Systems, c'est eux-mêmes qui l'expliquent avec fierté en utilisant 7 arguments de vente. Leurs produits sont combat proven, ça veut dire qu'ils ont fait leurs preuves sur le terrain. Mais en réalité, concrètement, ça veut dire quoi? En fait, quand on collabore avec Elbit Systems, c'est inévitable, on accepte d'utiliser la bande de Gaza et la Palestine comme un laboratoire. After a battle is over, the need for security remains. Elbit Land, working hard for a safer today, so they can have a better tomorrow. Dans une vidéo sur leur chaîne YouTube, on peut aussi voir Yoav Gallant, le ministre de la Défense israélien jusqu'en novembre 2024, qui vient faire la promotion de l'entreprise. מה שאתם עושים זה ציונות כחול לבן. תודה והערכה גדולה לכם. Yoav Gallant, c'est l'un des principaux responsables de massacres de civils palestiniens et il est d'ailleurs visé par un mandat d'arrêt international pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Depuis le début du génocide, la France a autorisé au moins 4 livraisons vers Israël et ses fabricants d'armes. À chaque fois, ces contrats sont restés ultra secrets jusqu'à ce que Disclose les révèle. Ils ont d'abord découvert que l'entreprise marseillaise Eurolynx fabriquait des maillons pour des munitions de mitrailleuses à destination de l'entreprise Israel Military Industries, la filiale d'Elbit Systems. Ces maillons qui sont fabriqués en France, en fait, ils servent à relier des cartouches de balles qui sont susceptibles d'être utilisées dans la bande de Gaza. Ça, on est sûr qu'ils en ont livré au moins 100 000 fin 2023. Et en 2025, il y a eu au moins 3 autres livraisons de millions de maillons par bateau. Cette polémique qui enfle, la France fournit-elle des armes de guerre à Israël? Les travailleurs CGT du port de Marseille refusent d'embarquer du matériel militaire français. Ils refusent, je cite, d'être complices de massacres. Disclose a aussi révélé que des transpondeurs pour des drones militaires ont été livrés début 2024 depuis l'aéroport de Charles de Gaulle par l'entreprise Thales dont l'État français est actionnaire. Ces transpondeurs, ce sont des pièces essentielles pour déterminer la position du drone dans le ciel et éviter des collisions. Ils équipent le modèle Hermes 900 que l'armée israélienne utilise au quotidien dans des massacres de civils palestiniens. Il y a aussi une autre boîte française qui est concernée par ces livraisons et elle est un peu moins connue. Elle s'appelle Aubert et Duval. C'est une énorme entreprise de métallurgie de pointe spécialisée dans plusieurs domaines. Aubert et Duval, ils produisent notamment des pièces d'acier utilisées pour des armes de petit et gros calibre. Ils ont fabriqué des tubes en acier pour des canons qui devaient être livrés en juin 2025. Et suite à la mobilisation des dockers de Fos-sur-Mer, les tubes ont été renvoyés à l'entreprise, mais on ne sait pas aujourd'hui s'ils ont fini par parvenir à Elbit Systems en Israël. C'est hyper difficile de savoir exactement les conséquences qu'ils ont pu avoir dans des exactions contre des civils. Sur ces livraisons d'armes spécifiquement, la seule chose que le gouvernement veut bien concéder, c'est le chiffre global des contrats qu'on a passés avec Israël. En 2024, 16,1 millions d'euros d'armement français ont été livrés à l'État israélien. C'est un chiffre officiel tiré du dernier rapport au Parlement sur les exportations d'armement de la France. Et la raison de ces ventes, selon le gouvernement, ça serait que ces équipements serviraient la défense de l'État israélien ou qu'ils seraient réexportés vers des pays tiers, donc potentiellement revendus. Pas de vente d'armes à Israël. Oui, nous vendons des composants
sur des systèmes défensifs, et notamment le dôme de fer. Et vous savez que ces systèmes sont purement défensifs et qu'ils ne peuvent pas être retournés de manière offensive contre qui que ce soit. Le problème avec cette ligne de défense, c'est que déjà, si on livre du matériel aux principaux fabricants d'armes d'Israël, même s'ils sont revendus à d'autres pays après, ça signifie quoi qu'il arrive que notre pays soutient l'économie de guerre de Benyamin Netanyahou. Il n'y a pas d'armes vendues à Israël. Mais surtout, dans les faits, l'État français n'a aujourd'hui aucun moyen de contrôler où vont réellement ces composants ou ces technologies. Cette vidéo, elle a été filmée le 26 mai 2025 et vous l'avez peut-être vue passer sur les réseaux sociaux parce qu'elle a fait le tour du monde. Cette petite fille qu'on voit en train d'essayer d'échapper aux flammes s'appelle Hanin Al-Wadi. Elle a seulement 5 ans et elle vient de survivre à un bombardement de l'armée israélienne sur une école où elle avait trouvé refuge avec sa famille. Ses parents et sa sœur ont été tués sous ses yeux. هذه المدرسة مأوى آمن معروف لكل العالم. فأنا يعني مش عارف إيش بدي أقول. جوات تلته. إيش بدك طفلة زي هذه بتحكي أنا بدي ماما وبابا شفتهم بيموتوا. مش عارف. Je l'ai vue quelques mois plus tard dans l'hôpital de Médecins sans frontières à Amman en Jordanie, où elle est soignée avec ses grands-parents et elle est complètement traumatisée par ce qui s'est passé. On sait aujourd'hui que ce bombardement qui a massacré toute sa famille, c'était un missile GBU-39 fabriqué par l'entreprise américaine Boeing. Mais l'aile de ce missile, la Diamond Blackwing, a été construite par une filiale de la multinationale franco-britannique MBDA. Pour ceux qui ne connaissent pas ce mastodonte de l'armement, c'est un des plus gros constructeurs de missiles du continent européen. Et d'après l'enquête de Disclose, ces bombes équipées de composants MBDA ont été utilisées par l'armée israélienne dans 24 frappes qui ont tué plus d'une centaine d'enfants. The GBU-39s are designed to strike targets with greater accuracy. At this school site, more than half of the victims were children, adding to a growing share of deaths among the youngest generation in Gaza. The Israeli military also declined to elaborate further on the choice of the weapon and the high number of casualties among children. Imaginez maintenant si on avait la possibilité d'enquêter sur les milliers de bombardements qui ont eu lieu dans la bande de Gaza ces 2 dernières années et qui ont servi à massacrer des civils innocents, des enfants. Combien de missiles, combien de technologies ont pu avoir des composants issus de l'industrie de l'armement française? Grâce au travail de nos collègues reporters palestiniens, on arrive parfois à retrouver, avec des débris et des géolocalisations, beaucoup d'informations sur les origines de ces frappes. Mais c'est quasiment impossible de tout documenter, surtout qu'aucun gouvernement ne nous laissera travailler librement et fera preuve de transparence. Dans la réalité, quand on vend des armes, c'est quasiment impossible de savoir exactement comment elles vont être utilisées par nos partenaires, que ce soit maintenant ou dans le futur, et ça on l'a déjà vu à plusieurs reprises. On est en juillet 2019 et je débarque dans la guerre au Yémen. À l'époque, la situation sur place est considérée comme la plus grave crise humanitaire dans le monde et j'ai réussi à pénétrer dans le pays avec une fausse identité professionnelle. Je suis venu pour vous expliquer comment la guerre impacte le quotidien des civils, mais aussi pour vous montrer leurs conditions de vie. En fait, à ce moment-là, l'ambassade du Yémen ne délivrait aucun visa pour les journalistes sur ordre de l'Arabie Saoudite, qui faisait tout pour qu'on ne documente pas la guerre sur place, et ces restrictions concernaient particulièrement les journalistes français, et vous allez comprendre pourquoi. Pour vous donner un peu de contexte, à partir de mars 2015, l'Arabie Saoudite prend la tête d'une coalition de 10 pays arabes pour conduire une opération militaire au Yémen. Cette offensive, elle doit permettre de détruire la rébellion des Houthis, une minorité soutenue par l'Iran. Mais en réalité, le conflit va s'enliser pendant des années et faire énormément de victimes civiles. Une fois sur place, avec l'aide d'humanitaires, j'ai pu me faire passer pendant une dizaine de jours pour un responsable de la communication d'une ONG. Mais en réalité, toutes les vidéos que je vais filmer vont me permettre de documenter une partie de la crise humanitaire qui ravage le pays. Et 2 mois avant cette mission, Disclose venait de faire des révélations très graves sur les ventes d'armes françaises à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis.
Ils ont découvert une note secrète de l'armée et c'est la première fois dans l'histoire qu'un document aussi confidentiel est révélé au grand public. Dans ce rapport de 15 pages qui a été remis au président Emmanuel Macron en 2018 par la Direction du renseignement militaire, la DRM, on trouve la liste d'une partie des armes vendues par la France et utilisées dans le conflit yéménite. Il prouve que des centaines de milliers de civils vivent sous la menace d'armes fabriquées en France et donne des informations qui démontrent que cet armement pourrait être impliqué dans des crimes de guerre. Il y a notamment cette carte qui indique la population sous la menace des bombes, et ce chiffre, 436 370 personnes possiblement concernées par des frappes d'artillerie. Et autour des Césars, la DRM a tracé de larges cercles striés de rouge qui délimitent la portée de leurs obus. Ces cercles y touchent des territoires qui sont habités par des populations civiles. Quand on regarde ensuite les zones de tir des canons César indiquées sur la carte et qu'on les croise avec les informations fournies par la base de données de l'ONG ACLED qui recense tous les bombardements du Yémen, on remarque qu'entre mars 2016 et décembre 2018, 35 civils sont morts au cours de 52 bombardements localisés dans le champ d'action des canons français. Par exemple, le 25 août 2018, un tir d'artillerie vise une localité voisine de la ville de Arad. Une maison s'écroule, il y a 1 mort et 3 blessés. Et quand on positionne ce bombardement sur la carte, il se trouve dans la zone de tir des canons César, postés de l'autre côté de la frontière. Si on n'avait pas toutes ces informations de la note confidentielle, on aurait pu continuer à croire le gouvernement sur parole. Notre invitée aujourd'hui, la ministre des Armées, Florence Parly. À l'époque, quand on interrogeait la ministre des Armées, Florence Parly, sur l'utilisation du matériel de guerre français dans ce conflit, elle assurait dans tous les médias qui l'interrogeaient que ce n'était pas le cas. Je n'ai pas connaissance du fait que des armes soient utilisées directement dans ce conflit. Il y a un certain nombre d'armes qui sont des armes de protection. À ma connaissance, ces mots ont un sens. À cause de ces révélations, les journalistes de Disclose ont été convoqués par les services de renseignement français au 4e sous-sol du siège de la DGSI qui se trouve ici à Levallois-Perret. Des agents les ont interrogés pour savoir qui leur avait donné les documents, mais les journalistes n'ont répondu à aucune question en invoquant leur droit au silence. Le ministère des Armées a quand même porté plainte et 9 mois plus tard, le média Disclose a reçu un courrier du procureur de la République qui leur annonçait qu'il avait décidé de ne pas engager de poursuite pénale, tout en précisant que la procédure constituera un précédent judiciaire. À l'époque, dans la profession, on a compris que c'était très grave et qu'on était à un point de bascule, parce qu'il faut savoir que le secret des sources en France, c'est un principe fondamental qui protège les journalistes. Il nous permet de recevoir des informations sensibles qui peuvent être d'intérêt public, sans que nos sources puissent être traquées et subir les conséquences de ces révélations. Cette protection, elle est indispensable pour qu'on puisse enquêter librement. C'est vraiment un pilier de la démocratie. Sans elle, les citoyens n'auront plus les moyens de contrôler ceux qui les gouvernent. Et dans le cas des ventes d'armes, on considère que c'est un sujet d'intérêt public et que vous avez le droit de savoir où vont les armes qu'on fabrique et à qui elles sont livrées. En 2024, notre pays, c'était le 2e vendeur d'armes au monde, derrière les États-Unis, mais devant la Russie et la Chine. Dans la majorité de la presse, c'est quasiment toujours présenté comme une fierté. Les gros contrats sont souvent mis en avant comme une victoire de l'équipe de France. Chacun peut avoir son avis sur le sujet, mais il y a quand même un gros problème, c'est qu'on en vend même quand il y a des embargos sur les armes. En 2014, après l'annexion de la Crimée par Vladimir Poutine, l'Union européenne a mis en place un embargo sur les ventes d'armes à la Russie. C'est la décision 833 du Conseil européen, mais en fait il y avait une brèche dans cet embargo parce qu'il n'était pas rétroactif, c'est-à-dire que les livraisons liées à des contrats signés avant l'embargo pouvaient être maintenues. Et dans les faits, à l'époque, le président François Hollande a quand même annulé certains des contrats d'armement, notamment un qui datait de 2010 et pour lequel la France devait livrer 2 porte-hélicoptères Mistral, mais ça n'a pas empêché que d'autres livraisons à côté continuent. Et c'est aussi ce qu'a révélé Disclose. Pendant le premier mandat d'Emmanuel Macron, le gouvernement français a autorisé l'exportation de 55 caméras thermiques Catherine XP destinées à moderniser des systèmes de visée des tanks russes. Ce modèle de caméra, en fait, il permet de détecter des cibles humaines en pleine nuit ou de repérer un véhicule dans un rayon de 10 km. Ces caméras, elles sont fabriquées par l'entreprise française Thales, dont l'État est actionnaire majoritaire.
Thales solutions augment combat capabilities, protecting the forces in the field from enemy jamming and cyber threats. L'objectif, selon les propres éléments de communication de Thales, c'est d'être le premier à ouvrir le feu. Et cette livraison, elle était classée confidentielle défense et le président a été interrogé dessus après les révélations de Disclose. Ce qui a été mis en lumière par vos collègues et qui correspond d'ailleurs à ce que la France n'a jamais caché, ce sont les fins de contrat dans des montants très réduits, essentiellement d'ailleurs sur des équipements qui sont tout à fait connus et qui étaient en conformité avec ces engagements de la France. Et donc la France a pris les décisions qu'elle devait prendre en 2014. Dans ce que vient de dire Emmanuel Macron, il y a un mensonge et un énorme problème. Déjà, il dit que le matériel était connu, c'est faux. C'est Disclose qui a révélé que c'était des caméras thermiques à destination des tanks. Auparavant, c'était une information classée confidentielle défense. Ensuite, le problème, c'est quand il dit que ce sont des fins de contrat pour des montants très réduits. Comme si c'était pas important, alors qu'on parle de matériel de guerre qui pourrait être utilisé contre des civils, parce que c'est ce que fait systématiquement l'armée russe dans toutes les zones de conflit où elle est déployée. C'est ultra documenté, ils utilisent et testent leurs armes de guerre dans des zones civiles, d'ailleurs particulièrement en Syrie, au moment où le président fait cette déclaration. Et la réalité, c'est que quelques années plus tard, en avril 2022, juste après le début de l'invasion russe en Ukraine, un média ukrainien a fait une vidéo sur le matériel russe découvert après les massacres de Boutcha, où plus de 450 civils ukrainiens ont été tués. Et sur un des tanks, ils ont retrouvé une caméra thermique Catherine de Thales fabriquée par une de ces usines en Russie. Donc oui, il y a bien un risque que du matériel ait pu servir à viser et tuer des civils sur place. Donc là, vous pouvez voir, il y a 5 tanks là-bas. On peut voir des restes de douilles de balles, de roquettes. Et je précise aussi que c'est ce que m'avaient raconté des Ukrainiens que j'ai croisés dans les villes de Boutcha, Irpin, Vorzel et Borodianka dans les jours après leur libération. À ce moment-là, je réalisais un reportage sur les crimes de guerre de l'armée russe dans la région. Et plusieurs personnes m'avaient dit que les chars tiraient sur leurs maisons et sur les civils qui essayaient de s'enfuir. Donc pour en revenir à la déclaration d'Emmanuel Macron, c'est évidemment un contrat qu'on aurait pu choisir de ne pas honorer. À l'époque, la Commission européenne avait d'ailleurs rappelé que normalement, ces États membres étaient censés respecter ce qu'on appelle la position commune de 2008. Et cette position commune, en fait, c'est une règle qui régit le contrôle des exportations d'armement, et c'est stipulé très clairement que les États membres doivent refuser les exportations d'armement dès lors qu'elles peuvent provoquer ou prolonger des conflits armés, ce qui était absolument le cas pour le conflit en Ukraine. Notre pays est d'ailleurs aussi signataire du traité sur le commerce des armes, le TCA, qui contraint normalement le gouvernement à n'autoriser aucun transfert d'armes dès lors que celles-ci pourraient servir à commettre des actes contre des civils ou des biens de caractère civil. Toutes ces informations montrent qu'on viole le traité et qu'on est complice d'exactions. Le 19 septembre 2023, 10 agents de la DGSI frappent à la porte du domicile de Ariane Lavrieux, une journaliste de Disclose. Elle est perquisitionnée puis arrêtée quelques heures plus tard. Elle est conduite au siège de la police à Marseille où elle est interrogée pendant 39 heures par les services secrets français. En fait, Ariane, elle a révélé que la France avait participé à des frappes qui ont tué des civils en Égypte. Ça se passe ici, dans le désert occidental, une zone de 700 000 km² qui s'étend du Nil à la frontière entre l'Égypte et la Libye. Début 2016, une équipe de 10 agents français entre clandestinement en Égypte. Parmi eux, il y a notamment 2 pilotes d'avion et 4 analystes qui vont opérer un avion français de surveillance Merlin 3. On leur a expliqué qu'ils sont là pour faire de la surveillance antiterroriste pour le compte du dictateur égyptien Abdel Fattah al-Sisi dans le cadre d'un partenariat entre les deux pays. L'objectif, en fait, c'est de survoler la zone pour contrôler si des groupes armés pénètrent sur le territoire depuis la Libye. Et avec cet avion de surveillance, ils vont sillonner la frontière et relever des coordonnées GPS de localisation de pick-up. Mais très vite, les agents français ils comprennent que ce ne sont pas des groupes armés, mais plutôt des trafiquants, des petits contrebandiers qui passent des cigarettes, des médicaments ou encore de la nourriture et parfois des armes entre les deux pays. C'est des gamins qui ont entre 18 et 30 ans, qui se filment d'ailleurs souvent pendant leur déplacement dans le désert.
Et ce sont des jeunes qui vont être ensuite bombardés par l'armée égyptienne grâce aux renseignements français. À l'époque, les militaires français sont très clairs dans les alertes qu'ils envoient régulièrement à leur hiérarchie. En janvier 2017, ils écrivent carrément que la problématique terroriste n'a jamais été abordée dans ce partenariat. Et ces alertes, ils en ont fait pendant 1 an, 2 ans, puis 3 ans, en vain. François Hollande et Emmanuel Macron ont été informés de ces exactions sans jamais en tirer des conséquences. Pourquoi rien n'a bougé alors que les militaires français l'ont dénoncé ? En fait, depuis 2013 et le coup d'État d'Abdel Fattah al-Sisi, l'Égypte est devenue un énorme client de notre industrie de l'armement et un partenaire privilégié de la France. Et c'est notamment pour toutes ces raisons que je viens de vous expliquer qu'après les révélations de Disclose sur la complicité de la France dans des crimes d'État, Ariane Lavrieux a été perquisitionnée. La nuit du 19 septembre, c'était une nuit comme les autres. J'entends frapper à ma porte, un gros boum boum boum, et là en fait c'est 10 policiers, une juge qui veulent rentrer chez moi et qui m'expliquent voilà, vous êtes placé en garde à vue, on va perquisitionner votre appartement, vous devez savoir pourquoi on est là et ça ira plus vite si vous nous montrez directement les documents. Je refuse de participer à cette perquisition. Et donc, il fouille tout l'appartement de fond en comble, les ordinateurs, les disques durs, les téléphones, pour analyser toutes les données, tous les documents, tous les messages, tous les mails qu'il y a dessus. L'objectif des enquêteurs et de la juge, c'est les sources de Disclose. Quand ils me placent en garde à vue, ils me montrent leur avis de garde à vue, et je vois qu'en fait, je suis espionnée par au moins 6 agents de la DGSI depuis plusieurs mois. Je ne sais pas ce qu'ils font. Je ne sais pas quelle technique ils ont employée, mais je sais qu'ils ont utilisé, qu'ils m'ont espionné. Et plusieurs mois après, presque 1 an après, quand je suis convoquée par la juge, là, je reçois le détail de l'enquête, et là, c'est délirant. C'est totalement délirant. Je me rends compte, donc elle a demandé à la DGSI, qui est chargée de déjouer des attentats terroristes, de me suivre physiquement dans la rue pendant près d'1 mois. J'ai eu une équipe de 3 agents de la DGSI qui se le relayaient pour me suivre, en train d'aller à une conférence de journalistes, de donner des cours, d'aller voir des amis, de boire des coups. Ça m'a vachement affectée dans mon quotidien, aussi dans ma vie personnelle. Ça m'a créé une sorte de paranoïa, et c'est un signal d'alarme qu'il faut prendre extrêmement sérieusement, parce que si on ne réagit pas, si on n'utilise pas notre indignation, là, que l'on a pu avoir, que moi j'ai pu avoir, d'autres situations risquent de se reproduire et vont se reproduire. Et à la fin, non seulement les journalistes ne pourront plus rien publier, mais les citoyens seront désolés. Tu penses qu'il va se passer quoi là, dans le futur si on laisse ce type de procédure se reproduire ? À Disclose, on ne dit pas qu'on doit abolir le secret défense. On n'a jamais écrit ça. En revanche, là, le secret défense n'est pas utilisé pour protéger des vies, pour protéger la sécurité. Il est utilisé pour protéger des crimes. Il est utilisé pour protéger des complicités de crimes. C'est évident que du matériel français est utilisé à travers le monde dans des conflits pour tuer des civils. Et c'est la raison principale de pourquoi je fais cette vidéo. Déjà parce que ça fait longtemps que je voulais vous parler de ce sujet sur ma chaîne, notamment depuis mon enquête sur les comportements des soldats israéliens dans la bande de Gaza, mais aussi parce que je pense qu'on n'est pas impuissant et qu'on peut changer les choses. Ces informations que révèle Disclose, elles permettent à la fois de faire pression pour que le pouvoir rende des comptes, mais aussi de se mobiliser. En juin dernier, les dockers de Marseille ont bloqué des livraisons d'armes en direction d'Israël. Des gens sont allés manifester devant les entreprises Eurolinks et Thales. Au Salon du Bourget en juin 2025, 5 stands d'entreprises israéliennes, dont Elbit Systems, ont été recouverts par des panneaux noirs avant l'ouverture du salon de l'aérospatiale. Chez Thales, une lettre ouverte de la CGT adressée au PDG en septembre 2024 demandait à ce que le groupe cesse le commerce et la collaboration avec l'État d'Israël. Dans d'autres pays, les appels au boycott ou au blocage ont eu un écho dans la société civile. Toutes ces initiatives, qu'elles soient à l'échelle nationale ou internationale, elles ont été utiles. D'autant plus quand on voit à quel point la communauté internationale a été incapable d'agir, ne serait-ce que pour imposer un embargo sur les armes.
Avec ce qui s'est passé dans la bande de Gaza ces 2 dernières années, la violence inhumaine qui s'est déchaînée sur la population civile, il faut impérativement qu'il y ait plus de transparence dans notre pays sur les ventes d'armes, qu'on respecte les traités qui les encadrent et que la presse puisse enquêter librement sur ces affaires. Pour ça, il faut continuer à mettre la pression sur la classe politique comme sur les entreprises qui participent à ce commerce. Je partage le travail de Disclose depuis des années et j'ai fait cette vidéo en partenariat avec eux parce que je pense que leur travail d'enquête est primordial. Ils n'ont pas de publicité, pas d'actionnaires et ils sont soutenus par celles et ceux qui croient que l'accès à une information libre et indépendante est une condition de la démocratie. Tous les dons sont importants parce qu'ils sont attaqués de partout. L'entreprise Thales vient d'ailleurs de porter plainte pour diffamation contre Disclose. C'est des méthodes classiques pour essayer de museler la presse et pour faire pression sur les journalistes. Donc ils ont vraiment besoin de vous. Si vous le pouvez, foncez les soutenir. Je vous mets des liens en description et en commentaire. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. À très vite.